29 avril 2021. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce journal. Ismat Biotchane, nommé en Conseil des ministres de ce mercredi 28 avril, présidente de la Cour suprême, dans l'exercice de sa mission, quelles sont ses prérogatives? On en parle dans cette édition. Ce jeudi 29 avril, la communauté internationale célèbre la journée de la danse. La rédaction y a consacré un sujet à cet effet. Les détails dans un instant. En interactualité, l'Égypte assouplit progressivement les restrictions liées à la COVID-19 pour les manifestations musicales. Voilà pour le sommet. Voilà, merci de nous préférer pour vous informer. Les dates des examens de fin d'année pour le compte de l'année académique 2020-2021 au Bénin sont désormais connues. Elles ont été rendues publiques à travers un arrêté interministériel portant calendrier national d'examens, concours scolaires et universitaires et tests de recrutement pour l'année 2021. Ainsi, le certificat d'études primaires CEP va se dérouler du 7 au 10 juin 2021. Le brevet d'études du premier cycle BEPC est prévu pour se tenir du 14 au 16 juin 2021. Le certificat d'aptitude professionnelle CAP, pour sa part, se tiendra du 21 au 26 juin 2021. Quant au baccalauréat, il est prévu du 21 au 24 juin 2021. En dehors des examens de fin d'année, le calendrier national renseigne également sur les dates des concours scolaires et universitaires et les tests de recrutement pour le compte de l'année 2021. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 28 avril 2021 sous la houlette du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises, dont notamment la transformation de l'ANAMA en Société nationale de mécanisation agricole Sonama SA. La transformation de l'Agence nationale de mécanisation agricole ANAMA en Société nationale de mécanisation agricole Sonama SA, c'est l'une des décisions issues du Conseil des ministres de ce 28 avril 2021. L'objectif visé par le gouvernement est le renforcement de la mécanisation de l'agriculture au Bénin. Créée en 2019, cette agence avait pour mission d'assurer la mise en œuvre de la politique nationale de développement agricole ainsi que la coordination des interventions en matière de mécanisation. Le gouvernement a décidé de transformer l'ANAMA en une société d'État afin de lui permettre de réaliser des activités commerciales et industrielles, puis de contribuer de manière plus conséquente au programme de modernisation du secteur agricole. Aussi, le Conseil a-t-il marqué son accord pour la création de la Société nationale de mécanisation agricole Sonama SA, société anonyme avec conseil d'administration dotée d'un capital social de 1 milliard de francs CFA par affectation de quote-part du compte courant de l'État dans le bilan attesté par le commissaire aux apports lors de la création de l'ANAMA. Et pour arriver au résultat escompté, la Société nationale de mécanisation agricole sera entre autres chargée de contribuer à la mise en place des matériels et équipements agricoles en relation avec les structures compétentes. Former à l'utilisation et à la maintenance des dits matériels et équipements. Identifier et mobiliser des partenaires au profit du développement de la mécanisation agricole. Assurer des prestations de services en matière de mécanisation, de petite irrigation et d'équipements agricole. Notons que Mme Ismat Biotchane, épouse Mamadou, est nommée présidente de la Cour des comptes. Ceci après avis du Conseil supérieur de la magistrature et consultation du président de l'Assemblée nationale. Ce compte-rendu est signé Karina Deniyi. La Cour des comptes a désormais une présidente en la personne de Ismat Biotchane, épouse Mamadou, nommée en Conseil des ministres de ce mercredi 28 avril 2021. Quelles sont les prérogatives à relever par cette nouvelle présidente? Élément de réponse dans ce reportage.
L'ancienne présidente de la Chambre des comptes de la Cour suprême, Ismat Biotchane, est désormais présidente de la Cour des comptes. C'était le mercredi 30 décembre 2020 que l'Assemblée nationale a adopté la loi organique numéro 2020-38 sur la Cour des comptes en République du Bénin. Cette haute juridiction financière remplace désormais la Chambre des comptes logée à la Cour suprême. C'est une nouvelle qui réjouit les citoyens. Au niveau de la Cour des comptes, ce que moi je peux retenir là, c'est au niveau de la comptabilité. À la fin de chaque année, il faut rendre compte de la gestion, de tout ce qu'on a fait. C'est une bonne chose. C'est-à-dire le président, il sait ce qu'il fait. Les femmes sont bien placées pour pouvoir gérer les choses. Si il y a une femme qui est élue, c'est parce qu'elle mérite. Elle mérite ça. Cette institution supérieure de contrôle des finances publiques répond aux normes établies par l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA et l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. Les citoyens en appellent à un suivi judicieux des comptes. Moi, vraiment, ça m'a fait un grand plaisir. Parce que déjà, la femme, elle, c'est la gestion. Donc, je dois dire félicitations à elle et qu'elle fait son travail comme il faut. Elle mérite vraiment parce que de la manière qu'elle a déjà géré ce qu'elle a fait par le passé, elle mérite vraiment. La Cour des comptes veille à la certification des comptes des organismes publics, des avis sur les rapports annuels de performance, sur le système de contrôle interne, du dispositif de contrôle de gestion et de la qualité des procédures comptables. Notons que la présidente de la Cour des comptes, Ismat Biotchane, épouse Mamadou, est née le 3 janvier 1962. Le débat qui défraie la chronique depuis quelques jours est relatif à l'acte de reconnaissance de paternité, un sujet qui suscite remous et commentaires au sein de la population. Pour mieux éclairer l'opinion publique, le gestionnaire mandataire de l'ANIP a fait un point de presse ce mercredi 28 avril 2021. On suit les explications de Cyril Goubedji au micro de Mathieu Boko et Edouard Capot. L'urgence d'une clarification sur le débat qui se mène en ce qui concerne l'acte de reconnaissance de paternité depuis quelques jours s'avère nécessaire. Cyril Goubedji, gestionnaire mandataire de l'ANIP, face aux professionnels des médias pour cet exercice. La loi a consacré une obligation de déclarer l'enfant sur la base d'un acte de reconnaissance de paternité. Il me plaît de rappeler que la reconnaissance de paternité est un acte de volonté unilatérale de l'émettant, acte par lequel il déclare être le père, nous allons dire l'auteur d'une grossesse, ou si l'enfant est déjà né, il déclare être le père de cet enfant. En évoquant l'indispensabilité de cette pièce lors de la déclaration de naissance, il rappelle que c'est l'une des dispositions de la loi numéro 2015-08 du 8 décembre 2015 portant code de l'enfant en République du Bénin. Pour le gestionnaire mandataire, ce n'est pas une nouveauté qui doit si tant enflammer une toile. La prise de l'acte de paternité poursuit un objectif. Que faire pour que la transformation du secteur puisse permettre au gouvernement d'atteindre ses objectifs? La réflexion a été d'opérer en deux temps. Le premier temps, disposer de mesures techniques pour régler l'urgence, c'est-à-dire mettre fin au péril paperassier qui gangrène le secteur de l'état civil, où on parle de souches qui disparaissent, de souches inexistantes, bref, tant de choses qui soumettent le citoyen à des tracasseries monstres. Mais il faut également régler le problème des duplicités, des doublons. Le même individu qui change d'identité au gré des besoins qu'il ressent. Il faut mettre fin à ce désordre et garantir l'identification de la personne à une source unique et nationale. Il martèle que ce document permet de déclarer le nouveau-né dans un délai de 30 jours pour compter de la date de l'accouchement selon la loi numéro 2020-34 du 6 janvier 2021 portant dispositions spéciales de simplification et de gestion dématérialisée de l'enregistrement des faits civils. Il n'est d'intérêt pour personne de défendre qu'on n'a pas besoin d'avoir la preuve que tel est le présumé père avant de faire mention.
nous parlons du registre national des personnes physiques, il y a des garanties autour, il y a des mesures d'efficacité qui sont prévues et il faut pouvoir les respecter. Donc ça permet non seulement de donner un nom à un enfant, de lui donner une identité, mais au-delà de ça, la reconnaissance permet à un enfant de rentrer dans la famille de son géniteur. Et ainsi, l'enfant aura pour père celui qui a fait la reconnaissance. Les parents de ce monsieur, son père et sa mère, deviendront les grands-parents de cet enfant. Et il y a des droits, des obligations alimentaires qui sont derrière toute cette formulation de la chose. Désormais, l'acte de paternité est subordonné à la présentation de certificats d'identification personnelle, un document administratif d'identification prévu par la loi numéro 2017-08 du 19 juin 2017 portant identification des personnes physiques en République du Bénin et délivré par l'Agence nationale d'identification des personnes. Votée à l'Assemblée nationale le 10 décembre 2020, la loi portant déclaration de décès avant inhumation exige à toute personne dont un des leurs décède d'aller faire sa déclaration à la mairie. Une nouvelle pratique qui a suscité bien de réactions dans l'opinion publique. Qu'en est-il réellement? Je vous invite à suivre cet élément de Céline Bovy, Politalpha. Toute funéraille au Bénin est désormais subordonnée à une déclaration de décès, une condition obligatoire qui tire son origine de la loi 2020-34 du 6 janvier 2021 portant dispositions spéciales de simplification et de gestion dématérialisée de l'enregistrement des faits d'état civil. La loi en question a été délibérée et adoptée à l'Assemblée nationale en sa séance du 10 décembre 2020. C'est donc dire que tout décès doit être déclaré et enregistré au registre national des personnes physiques et pris en compte au fichier national de l'état civil. Pour la plupart des citoyens rencontrés, avec l'adoption de cette loi, les agents chargés de la statistique pourront exercer efficacement la mission à eux leur assignée. Si nous avons un de nos parents qui décède, déjà dans leur registre, tout le monde peut savoir que bon, cette personne-ci, il n'est plus avec nous. Les gens qui font des fausses identités, par exemple, ne pourront plus avoir l'accès de faire ce genre de choses. Ça permet à l'État d'avoir une estimation sur le taux de mortalité, qui est un facteur très important dans le développement d'un pays aussi, parce qu'on a les ressources humaines qui permettent aussi par rapport à la main-d'œuvre. C'est certainement pour permettre de contrôler les taux de mortalité et connaître un temps soit peu ou bien au fur et à mesure la population béninoise, puis contrôler aussi les flux et reflux par rapport aux naissances aussi. On est trop resté dans l'ignorance. Cette loi est la bienvenue parce que dans un pays responsable, ça va nous permettre de connaître le taux de mortalité et le taux de natalité. Rappelons que la déclaration de décès se fait par les parents du défunt ou par toute personne possédant sur son état civil les renseignements nécessaires à son établissement dans un délai de 15 jours pour compter de la date de survenance du décès. Autrement, toute personne qui organise des funérailles sans déclaration de décès du défunt dans les 15 jours est punie d'amende de 200 000. En résumé, l'inhumation sans autorisation de justice d'une personne dont l'identité est inconnue est punie de 3 mois d'emprisonnement et de 200 000 d'amende. Ce jeudi 29 avril 2021, la communauté internationale célèbre la journée de la danse. Plus qu'un moyen de distraction, la danse renferme plusieurs avantages pour celui ou celle qui la pratique. En prélude à cette célébration, la rédaction y a consacré un sujet il y a 10 ans. La danse dans les sociétés traditionnelles connaît de nombreux styles divers correspondant aux régions, aux ethnies, avec des musicalités classiques et modernes. Chaque groupe socioculturel s'identifie à travers la danse par des rythmes, des gestes, afin de transmettre une tradition, d'effectuer un rituel. Chaque année, elle est célébrée pour valoriser les richesses culturelles, artistiques. On retrouve la danse dans tous les événements festifs ou malheureux, ou des animations culturelles diverses pour l'accueil des personnalités, etc. Et au nombre des danses que nous avons, on peut les catégoriser en plusieurs domaines, à savoir les danses d'animation culturelle comme
toutes ces danses-là qui nous permettent aujourd'hui de retracer un pan de notre patrimoine culturel, notamment le Tchengoumé, qui était initialement, bien sûr, les danses funèbres, mais qui sont devenues, par la force des choses, des danses d'animation culturelle, Agbadja, le Zeni, qui est aussi de l'autre côté et qui est encore aujourd'hui de l'animation culturelle. Pour les acteurs culturels, l'importance que revêt la danse n'est plus à démontrer. Grâce à la danse, plusieurs personnes sont guéries de leurs maux. C'est d'ailleurs pourquoi elle est considérée comme une thérapie. L'important de ces danses aujourd'hui, c'est qu'elles permettent à ceux qui le pratiquent de maintenir, si vous voulez, leur expression corporelle, de s'assurer de leur santé parce que c'est un sport. La danse est également, pour certains, importante parce qu'elle permet de guérir des affections, comme certains types de maladies, où la danse peut permettre de les guérir. Et nous avons également plusieurs autres domaines. La danse, elle est importante parce qu'elle permet de faire des échanges entre les différents pratiquants. Un peu comme par exemple lorsque vous voyez des groupes dans les festivals régionaux ou internationaux, chacun vient avec son patrimoine et ils échangent, ils partagent, ils se donnent la main. La danse concourt à la culture de la paix. La danse, ça fait partie du sport. Et avant d'être député ou même n'importe comment, il faut danser. Organisée au Bénin depuis 2005, elle est un instrument qui facilite le bien-être de l'homme. C'est pourquoi, au cours de cette 17e édition, les organisateurs souhaitent que l'ensemble des Béninois puissent danser. Il suffit de créer des espaces où les différentes créations de danse peuvent être mobiles, peuvent être jouées d'un coin à un autre. Il suffit de renforcer les capacités des acteurs culturels dans le domaine de la danse, en termes de formation, en termes de gestion, en termes de créativité. Et enfin, il faudrait mettre l'accent sur les moyens financiers adéquats. Parce que notre souhait aujourd'hui, c'est qu'on injecte beaucoup d'argent dans le secteur pour que ce secteur puisse assurer le retour sur investissement. Un bon danseur reste toujours jeune et athlétique, déclare Kofi Alade, chorégraphe. C'est la journée de tout le monde. Nous invitons tout le monde au stade de l'amitié pour la fête. Pour la fête. Je dis la fête parce que c'est la journée mondiale de la danse ou la journée internationale de la danse. Donc il faut que tout le monde danse. Pour la célébration de l'édition 2021, des troupes de danse de diverses catégories sont attendues pour marquer d'une touche spéciale la journée internationale de la danse. Informons-nous à présent sur le plan international et on commence par le Nigeria qui a connu une hausse du prix de l'alimentation. Les conflits et l'insécurité sont parmi les raisons de cette augmentation des prix. L'ONU a affirmé que les violences dans le nord-est du pays ont forcé les agriculteurs à quitter leurs champs. Reportage. Abdelhamid Moussa, 50 ans, et sa famille sont producteurs de choux depuis maintenant 30 ans. Il dit que leurs rendements ont considérablement diminué en raison des problèmes de sécurité. Plantons pas autant que d'habitude parce que les ravisseurs et les insurgés nous chassent de nos terres ancestrales. Parfois, nous restons loin de la ferme pendant 2 à 3 semaines pour notre propre sécurité. Moussa est l'un des nombreux Nigériens vivant dans des communautés rurales qui dépendent de l'agriculture de subsistance pour lutter contre la faim. Selon les Nations Unies, l'escalade de la violence dans le nord du Nigeria oblige les agriculteurs à fuir leur foyer et à abandonner leurs champs et leurs sources de revenus. Par conséquent, les prix des aliments sont à la hausse partout dans le pays. Pour les gens sur ce marché, cela a augmenté la faim dans le pays. Le transport des denrées alimentaires des fermes vers les marchés est devenu un problème en raison de l'insécurité. Les prix des denrées alimentaires sont trop élevés. Ma famille et moi souffrons en ce moment. On n'arrive pas à se permettre quoi que ce soit. Selon les analystes, le gouvernement doit améliorer la sécurité dans l'ensemble du pays pour éviter que la situation actuelle ne s'aggrave.
Je crois que la seule façon pour le gouvernement d'aider dans cette situation est de s'assurer que les agriculteurs se sentent en sécurité, de sorte qu'ils puissent aller dans leurs fermes librement et cultiver en utilisant le mode mécanisé de l'agriculture. Cela aura à son tour un effet d'entraînement. Cela aidera les agriculteurs à augmenter leur production. Le gouvernement dit qu'il fait un effort pour lutter contre l'insécurité en déployant plus de personnel de sécurité dans les zones en difficulté. Il dit qu'il restera implacable tant que la paix n'aura pas été rétablie dans toutes les régions troublées du pays. L'espoir est que ces efforts soient suffisants pour fournir un environnement favorable aux agriculteurs comme Moussa pour aider à prévenir une crise alimentaire dans le pays. Et puis, l'Égypte assouplit progressivement les restrictions au Covid-19 pour les manifestations à caractère musical. C'est une décision qui a permis le retour du festival de la musique annuelle du Ramadan. Les amoureux de récital de musique apprécient de nouveau le festival des Nuits de la musique spirituelle après une année d'absence en raison du coronavirus. Le festival est un événement annuel qui a lieu chaque année dans un lieu, voire une ville différente. Cette fois, c'est le quartier de Al-Sayeda Zainab dans le Vieux-Caire qui a été choisi, une destination populaire pour les Égyptiens célébrant les nuits du Ramadan. Et la musique se mêle à l'histoire à l'intérieur d'Al-Senari, une maison vieille de 300 ans rénovée pour devenir un centre culturel renommé. Le groupe égyptien Message of International Peace a interprété un mélange unique de chants religieux qui a inspiré les invités. Ce qui a attiré le plus mon attention était le mélange de chants religieux islamiques et coptes. Ce fut une fusion spirituelle et musicale splendide que je n'avais pas vue avant. Le fondateur de cet événement explique les symboles derrière ces chansons. Notre message est de consolider l'essence de la religion qui est l'amour, la tolérance et la paix. Ces chansons ont été très populaires ici et ont touché de nombreux auditeurs par leur signification. Nous voulons atteindre le monde avec ces trois principes. Le Festival des Nuits de la musique spirituelle accueille des groupes venant du Soudan, de la Palestine et de Syrie. Mais l'Indonésie fut l'invité d'honneur de la journée d'ouverture. C'est sympa et important de connaître les autres pays et s'offrir à différentes musiques et cultures. J'ai beaucoup apprécié. La danse traditionnelle de la Tanoura a également été le point d'orgue de la nuit. Le festival a dû cette année faire avec une participation du public limitée pour se conformer aux régulations liées à la Covid-19, en espérant un retour à la normale pour l'année prochaine. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Suivez juste après moi la rediffusion de la chronique du soir avec le consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes digitales www.etelebene.com. Sur Facebook et YouTube, c'est etelebene tout simplement. Bonne suite de programme.